Geneviève, est-ce que tu aimerais nous parler un peu de la réalité de certains commentaires que tu as reçus des éducateurs et des éducatrices, puis peut-être qu'ensemble, on va pouvoir en discuter? En fait, tantôt je ne l'ai pas dit, là, mais nous, on a 108 CPE, 109, là, en fin de compte, puis c'est environ là, 166 installations. Là, fait que c'est quand même assez large, là, comme mais dans le fond, je voulais juste revenir là, sur le mot. J'ai entendu plusieurs gens là, parler de ça, la diversité, tu sais, c'est pas juste la diversité comme culturelle, mais il faut aussi là, la diversité comme l'identité de genre, les gens aussi homosexuels et tout ça. Là. Moi, je donne de la formation justement là, pour ça, là, les gens qui sont dans les surtout en scolaire, là, mais pour briser l'homophobie et transphobie là, dans auprès de gens là, de la PPA là, qu'on appelle, là, c'est des gens qui sont à la CSDM, là, Commission scolaire de Montréal. Et fait que c'est ça aussi, là, le mot diversité, là, ça m'a comme c'est venu me toucher parce que c'est une personne qui vit de l'homophobie, ben c'est pas autant qu'une personne qui est immigrante ici, mais a subi quand même un certain regard, un certain préjugé et tout ça. Là. Fait que des fois, là, la ligne est comme fait que je voulais juste comme rajouter ça là, dans le mot diversité. Là, je sais pas, c'est beaucoup le racisme et tout ça, mais ça inclut toutes les. Dans le fond, dès que tu es différent, ben ça jette un regard là, autant que la personne soit handicapée ou peu importe. Là, le mot diversité est assez grand. Là. Fait que, la génération de demain, là, c'est important là, de bien s'en occuper pour que le monde soit meilleur. Peu importe, comme tu as dit, qu'on soit de diversité de genre ou diversité ethnique, c'est quand même qu'on vive dans le préjugé ou bien de la discrimination, on vit quand même la même chose, on vit les mêmes sentiments, on vit les mêmes ressentis. Fait que c'est sûr qu'on se rejoint beaucoup là-dessus. C'est jamais plaisant de vivre des comportements violents ou des comportements racistes. Peu importe de quelle diversité qu'on fait partie, même si tu ne fais pas partie d'une diversité, c'est jamais plaisant. J'ajouterais, Jolette, par rapport à ce que Geneviève vient de préciser, qui est fort important, la diversité, hein, on pourrait prendre 3 heures, puis on n'aurait pas terminé de lui associer hein, ce mot-là, toutes sortes de termes, de réalités. Je pense entre autres à un sujet que Sonia Lupien a abordé dernièrement dans une entrevue à la radio, c'est au niveau de l'inclusion des gens dits introvertis versus extravertis. Tu sais, notre monde valorise beaucoup tout ce qui est de l'ordre d'exprimer, d'extérioriser, de prendre de la place, de parler. Et les introvertis, parmi mes enfants, il y a un enfant, entre autres, qui est plus introverti que de souffrance toute sa vie. C'est encore le cas dans la trentaine. Je me dis, on peut vraiment parler d'inclusion à tellement de niveaux, mais on rejoint toujours les principes de comprendre, de connaître, de savoir, de s'informer, de faire preuve d'humilité aussi. On le sait pas, de se regarder aller aussi. Finalement, toutes les actions plus humaines ou pédagogiques vont tourner autour d'attitudes et d'habiletés assez communes finalement. Et ça, je trouve ça fort intéressant. Puis autant dans notre vie professionnelle que dans notre vie personnelle, familiale, communautaire, on peut les développer, ces comportements-là qui aident justement à créer des relations saines et épanouissantes. Vraiment intéressant. Je suis contente d'être là. En fait, je vous écoutais parler tout à l'heure de l'inclusion, c'est plus de l'inclusion, la diversité. Il n'y a pas d'opposition, hein, c'est très important. On peut être une personne immigrante, transgenre, sourde, muette et avoir toutes les caractéristiques, être dans toutes les cases. Mais lorsqu'on rajoute, par exemple, un enfant issu de l'immigration qui a grandi dans un camp de réfugiés et qui est transgenre
et qui présentent un retard de développement, ça s'accumule. Okay? Il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas quelque chose qui plus ou moins, on doit s'intéresser à tel sujet ou pas un autre. Parce que lorsque on accumule justement des différences, la situation va se complexifier. Hein? Là, on voudra peut-être mettre plus les choses sous la culture, alors que non, alors que ce sera peut-être sur le développement, alors que ce sera sur l'identité de genre. Mais c'est de regarder dans sa globalité l'individu qui est en face, sans mettre en avant juste un élément du développement ou de cette personne, si on veut. Donc, je voulais juste qu'on soit tous sensibles à cela. Une personne immigrante peut rentrer dans toutes les catégories. Oui, Karen a la main levée. On va te laisser le tour de parole. Juste pour faire un peu du pouce à travers tout ça, tu sais, effectivement, mais je trouve que ça fait tellement pertinent, en fait, juste le fait d'en parler, de faire des formations parce que, ou même d'impliquer les parents à travers tout ça parce que, tout simplement, quand on arrive à mieux se comprendre, puis à plus être capable de mettre des mots sur justement qu'est-ce que le vécu ou de voir toute personne qui vit la même chose, c'est tellement la base aussi du cheminement puis d'aller un petit peu plus loin. Donc, tu sais, des fois, on peut vivre certaines choses sans, on réagit face à ce qui se passe sans nécessairement toujours comprendre qu'est-ce qui se passe en soi. Mais le fait d'en parler, de mettre des mots, de comprendre, d'être dans la formation, c'est tellement important pour pouvoir faire un pas en avant. Moi, je voulais juste poser une question à Geneviève. Est-ce que, tu sais, par rapport à tes plaintes que tu as, est-ce que c'est plus au niveau des éducatrices, éducateurs entre elles, ou c'est plus en lien avec les enfants, ou c'est plus en lien avec la direction? C'est juste pour avoir un peu une image globale des plaintes qui se font. Depuis, je pense qu'il y a quand même c'est pour ça que j'ai parlé de clivage tantôt, il y a quand même une tangente, je vous dirais que mais je vais les appeler les travailleuses parce que, tu sais, travailleuses, ça englobe autant les responsables en alimentation que les éducatrices, que les préposés, là, puis tout le monde, c'est ça. Fait que c'est ça, les travailleuses entre elles, je vois beaucoup de plaintes c'est ça, entre deux. Des fois, il y a l'employeur là, versus une travailleuse. Avec des enfants, non, pas vraiment. Là, il n'y a pas de. Ben oui, ça fait quand même 20 ans que je fais ça. Fait que, oui, j'ai vu des collègues avoir certains préjugés envers des parents. Là, puis moi-même aussi, là, j'en ai eu des préjugés. Là, on en a tous eu. Mais c'est ça. Fait que, ça nous permet juste de nous questionner et tout ça. Puis mais c'est vraiment beaucoup entre deux travailleurs, je vous dirais, là, la plupart des choses. Puis je m'aperçois que c'est beaucoup comme des problèmes de compréhension. Mettons, là, je vais vous donner un exemple. Mettons une personne qui vient d'Europe versus une personne qui vient d'ici. Pourtant, on parle le français, là, les deux. Là. Ben, le mot, mettons, je sais pas, es-tu en forme? Ben ici, ça peut dire ça, puis l'autre, ça veut dire ça. Fait que là, l'autre va dire, es-tu en forme aujourd'hui? Puis l'autre va le prendre pour une insulte. Des fois, là, ça commence juste comme ça, puis là, ça s'accumule, puis les gens, ils osent pas se parler, puis osent, fait de la minute que on essaie de rétablir les canaux de communication, puis d'essayer de faire voir un peu la perception de l'autre et de l'autre, là, ça permet un peu plus d'améliorer les relations, mais je trouve qu'il devrait donner des formations à savoir, OK, mettons, je sais pas, la personne qui arrive, mettons, d'Europe ou d'Afrique ou peu importe, tu sais, cette personne-là, elle arrive avec telle valeur. Si elle fait telle chose, ça veut dire ça, tu sais, au vice-versa, tu sais, autant que nous, tu sais, je vais donner l'exemple un peu cliché, le sirop d'érable, tu sais, mais fait que, ça pourrait déjà permettre de briser certaines choses, parce que c'est beaucoup les perceptions. Puis la communication,
une personne, chose, puis la plupart des conflits, c'est ça, là. En plus que du clivage, là, c'est plate, mais il y a des clans, mettons, les Arabes, les Haïtiens, puis puis même Haïtiens, Africains, des fois, là, c'est vraiment séparé en deux, là, aussi, là. C'est ça. Puis après ça, tu as les Québécois d'un bord, les Blancs. Puis je trouve ça vraiment triste parce que il y a quelqu'un qui l'a dit tantôt, là, ça pourrait être très beau là, de tout le monde se mettre ensemble pour que c'est une belle richesse là, de partager, ne serait-ce que même la nourriture et tout ça. Puis les gens, ils comprennent pas là, tant qu'ils se sont pas arrêtés pour se questionner, tu sais. Moi, j'avais questionné une de mes collègues qui ne portait pas le voile, puis je lui demandais pourquoi tu le portes pas, mais ça m'a permis d'apprendre qu'il existait d'autres façons de faire et tout ça, mais c'est ça, tout revient à la perception et se questionner, là, je pense. J'ai remarqué aussi qu'on a très peu d'espace aussi pour échanger là-dessus, parce que dans les services de garde, c'est pas vraiment un terrain neutre. On veut pas recevoir non plus... on ne va pas se faire juger par nos collègues. Puis la direction n'est pas nécessairement outillée pour intervenir dans ces cas-là. Donc, j'ai remarqué, c'est ça, qu'on a très peu d'espace pour en discuter. On a très peu d'espace neutre pour en discuter aussi. Fait que je trouve que c'est important d'emblée de développer cet espace-là pour que justement les intervenants puissent se réunir pour en discuter, tu sais, avec une personne qui est outillée, qui va pouvoir justement, peut-être un médiateur interculturel, qui va pouvoir justement être là pour neutraliser la discussion, puis aussi enrichir la discussion pour améliorer les relations. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en service de garde, puis qu'on devrait avoir. Je pense à toute mon expérience sur le terrain, là, avec les éducatrices que j'évalue et tout. C'est incroyable comment on peut voir qu'il y a eu des progrès, mais il en reste plus à faire qu'on a fait, parce que justement quand tu sais je vois des intervenantes, en fait, des éducatrices qui portent le voile, discuter ensemble, celles qui portent pas le voile, faire un peu bande à part, pour ajouter d'autres exemples, les Africaines du Nord, puis les autres Africaines à la peau plus foncée. Oh là là, c'est comme on finit plus. Et dans la formation, comme dans le DEC ou dans l'AEC, c'est peu abordé. C'est abordé sous une compétence de travailler en équipe, savoir comment faciliter l'intégration des enfants issus de l'immigration, qui ont des besoins particuliers, que ce soit au niveau d'une déficience intellectuelle, que ce soit une maladie, le diabète, etc. Mais vraiment, entre les adultes, comme tu dis, il y a très, très peu d'espace de communication pour pouvoir déboulonner ces fameux préjugés-là. C'est dur comme du roc parfois, et c'est sûr que c'est lors de la petite enfance que tout débute, mais la formation initiale, quand on y passe tous, je crois, peut apporter un regard nouveau sur cette multiplicité, cette diversité, mais il y a encore beaucoup à faire. Et tant et aussi longtemps qu'on n'aura pas, je pense, d'organismes comme le vôtre, le nôtre, il y aura ces défis, grands défis à relever, et aussi au niveau des enseignants, enseignantes en éducation à l'enfance. Il faut amener le plus de diversité culturelle, ethnique, parce que c'est encore beaucoup typique. L'enseignante, il n'y a pas beaucoup d'enseignants qui issus d'autres origines, il y en a très peu. Alors, ouvrons nos horizons. Oui. Effectivement, on va passer on a 3 mains levées. Je ne sais pas c'est qui avait levé la main en premier. Est-ce que c'est Myriam? Est-ce que c'est Hélène? Geneviève, je sais que tu as levé la main en 3e. Oui, alors je vais... OK. J'ai une question pour Nicole. Si j'ai bien compris, tu faisais le RAC, la reconnaissance des acquis.
Toujours, ouais. Alors, est-ce que parmi ces personnes, donc il y a beaucoup qui viennent d'ailleurs. C'est la majorité, la très grande Oui, la majorité. majorité. Oui. Et qui veulent donc s'en aller dans le programme de l'AEC en petite enfance ou le DEC ou... En fait, elles ne veulent pas s'en aller. Elles veulent avoir l'attestation ou le DEC. Okay. Parce qu'elles ont plus que 2 ans d'expérience sur le terrain et on va aller les questionner, on va aller les observer, on va aller compléter le manque à gagner pour que parmi les 17 ou 22 compétences, selon la diplomation, elles puissent recevoir ce papier-là officiel. Très bien. Est-ce que dans leur profil, il y en a qui occupaient d'autres fonctions dans leur pays d'origine? Oui. Comme quoi, par exemple? Ingénieur en robotique. Voilà. C'est ça. Alors, je suis quand même questionnée pour bien valider ce que je sais sur le terrain. Nous avons affaire à un problème majeur, okay, qui est une déqualification professionnelle. Des gens qui ont de très grandes expertises dans leur domaine, dans leur pays, et que pour des raisons économiques, il faut manger, il faut payer ses factures, vont se retourner vers des emplois plus accessibles. Et comme je le disais auparavant, toute notre vision du monde, de l'éducation, c'est quelque chose qui est transmise, mais non seulement dans le milieu, mais par la structure de notre société. Donc, on a affaire à des adultes qui ont été formatés pour fonctionner dans un pays X et qui, elles-mêmes ou eux-mêmes, s'il y a des hommes, arrivent, sont en période d'adaptation et ça prend du temps. Ce n'est pas quelque chose qui se fait en 2 mois, 3 mois. Ce n'est pas quelque chose qui se fait parce qu'on a lu un bouquin, qu'on a été à l'école, on a eu un diplôme. Non, c'est un processus. Et ces personnes sont elles-mêmes en choc, OK? Et elles vont intégrer un milieu de travail avec cet état de choc personnel, mais professionnel dans l'éducation des enfants. Je vous parle comme cela, mais juste, et ça, je l'ai compris, moi, quand un jour, je suis arrivée justement à la DPJ au service des évaluations des capacités parentales. Et c'est là que j'ai compris l'écart. Et que ça n'avait rien à voir avec la diplomation, ça n'avait rien à voir avec... Non, c'était vraiment la conception du monde. Moi, je suis aussi française, je viens de la Guadeloupe et j'ai eu une maîtrise en psychologie clinique. Je suis diplômée quand même. J'arrive et j'ai des enfants. Et mon second, il est arrivé au début, il était chez une petite dame, je trouvais très sympathique. Sauf que c'était 20 $ par jour. OK? Ouais, elle m'a dépannée. J'ai eu une place en CPE. Donc, j'ai placé l'enfant, j'étais très contente au CPE, je ne travaillais pas très loin, je travaillais à la DPJ. Donc, c'était correct. 7 $, j'étais très heureuse. Sauf qu'il avait à peu près 18 mois. La directrice m'appelait tous les jours. La directrice du CPE m'appelait tous les jours. Pourquoi? Parce que mon enfant ne mangeait pas tout seul. OK? Et selon comment dirais-je, le développement des enfants, il aurait dû savoir manger tout seul dans son groupe d'âge. Sauf qu'en faisant ça, moi, je n'ai pas... ma lecture à moi, ça a été, mais je suis une mauvaise mère. En tant que personne, moi, je viens d'arriver, ça fait à peu près 1 an que je suis là. Je suis une mauvaise mère parce que je travaille. Elle m'appelle tous les jours pour me dire que mon enfant ne mange pas tout seul et qu'il retarde le groupe. Moi, dans ma tête, c'est ton travail. Tu te débrouilles pour qu'il puisse manger comme les autres, ou bien tu lui donnes à manger. Je ne rentre pas en conflit. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon fils, je l'enlève, je le mets chez une petite dame qui n'avait pas encore son permis. Et moi, je lui dis, écoute, tout ce que je te demande, c'est que tu lui donnes à manger, tu lui fasses des câlins, moi, je l'éduque. C'est tout ce que je te demande. Sauf que des années plus tard, OK, quand j'arrive à la DPJ pour faire l'évaluation des capacités parentales, j'ouvre le guide standardisé qu'on me donne et je vais évaluer des parents dont les enfants ont entre 0 et 5 ans
Et là, je me rends compte que c'était les attentes de la société québécoise. Ce n'était pas mes attentes. J'ai compris à ce moment-là qu'est-ce que cette directrice attendait de moi et pourquoi elle attendait cela de moi. Je suis structurée, je m'occupe de mes enfants, je n'ai pas de problème, je maîtrise la langue. Donc, j'ai évolué. Sauf que moi, aujourd'hui, je suis en train de faire la traduction des attentes des milieux de garde aux parents et je fais la traduction au milieu de garde des enfants, enfin des parents, et vice-versa. Parce qu'ils ne se comprennent pas. Et pour revenir aux professionnels maintenant, qui viennent d'ailleurs, qui ont perdu leur niveau d'avant, leur niveau de vie, qui ont perdu leur diplôme, qui ont perdu leur pays, on peut se dire, c'est volontaire, ils ont fait le choix, mais ils ne savaient pas ça. Et que là, maintenant, ils se retrouvent dans un milieu où ils doivent apprendre aussi des nouvelles manières d'encadrer, d'éduquer, de concevoir l'enfant comme un petit être humain qu'il faut aussi respecter, qui a des droits, et blablabla, la marche est ultra haute. Mais quand je vous dis ultra haute, mais vraiment, et d'où l'importance d'avoir justement des endroits pour eux, pour qu'ils puissent se parler de ce choc qu'ils vivent, pour qu'ils puissent continuer leur travail, mais qu'ils puissent s'intégrer dans leur milieu aussi. C'était mon petit laïus, mais c'est pour comprendre, parce que j'entends qu'il y a des défis au niveau des professionnels et je ne suis pas étonnée. Et les milieux de garde devraient savoir qui sont leurs employés, quel est le parcours de leurs employés. C'est important, parce que quand on a un ingénieur qui devient éducatrice, je ne sais pas là, mais je ne me sentirais pas très bien. Mais ce que je voulais préciser tout à l'heure, c'est Myriam qui a pris la parole. Oui, Myriam, c'est que la personne là qui a un diplôme d'ingénieur en robotique, elle s'en va pas directement en éducation à l'enfance. Hein. On a une loi ici qui permet à ce que des gens non formés soient accueillis, soient engagés, encore plus en temps de COVID. Avant, c'était 2 sur 3, là, c'est 1 sur 3 parce qu'il y a un manque criant de personnel. Mais pour arriver en reconnaissance des acquis, il faut qu'elle ait acquis, justement, elle ait fait un minimum d'heures. Ça veut dire qu'elle donne beaucoup d'exemples. Ça veut dire qu'elle est confrontée à toutes sortes de situations auxquelles elle a dû répondre ou réfléchir, qu'elle a dû se documenter. Donc, c'est pas une ligne droite, hein. C'est vraiment de passer par le terrain de l'expérience qui fait la distinction entre je m'en vais faire une formation puis je m'assois sur les bancs d'école ou je la fais en virtuel et je passe par le processus de la reconnaissance des acquis parce que je veux pas que vous pensiez que c'est vraiment un raccourci là, c'est qu'il y a des exigences puis il y a des entrevues de validation, il y a de la vérification, etc. là. Alors, c'est ce que je voulais. Merci, Nicole, de préciser, mais c'était juste pour soulever le fait qu'il y a une surreprésentation des femmes issues du Maghreb. Et ça, c'est une réalité. Il y a quelques années, j'ai discuté avec quelqu'un et qui m'a interpellée en me disant, écoute, nous avons un problème. Il y a une surreprésentation des femmes issues du Maghreb. On va se le dire. Ça a été ça qu'on m'a dit. Il faut régler le problème. C'était déjà considéré comme un problème. C'est pas pour rien. Quand on a des surreprésentations quelque part, c'est parce qu'il y a un enjeu. Et là, c'était l'enjeu, bien entendu, de l'intégration sur le marché du travail. Donc, il y avait déjà une sorte de comment dirais-je, pas de discours, mais avant même d'arriver, elle savait déjà qu'est-ce qu'il fallait faire et tout. En tout cas, il y avait tout un processus qui était déjà fait, qui se parlait beaucoup. Mais quel que soit, dès que dans un milieu de travail, vous voyez qu'il y a une surreprésentation particulière, c'est qu'il y a des enjeux. Et ça doit alerter. Mais c'est quoi l'enjeu qui est derrière? Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous parle de quoi? Et Geneviève nous parle de quelque chose d'intéressant parce que chez les infirmières, on a le même problème. Les préposés, donc il y a le même problème. Ce n'est pas rien. C'est une réalité sur le terrain. Et donc, ça nous parle des obstacles systémiques
Malgré tout, on est face à ça. On va passer avec Geneviève qui a levé la main depuis une couple de minutes. Après, ça va être au tour de Karen. En fait, il y a eu plusieurs choses qui se sont dites. J'ai pris plusieurs notes. C'est tantôt quand vous parliez là, de différents... j'ai travaillé avec plusieurs personnes là, qui venaient, mettons, de Colombie, étaient psychologues dans son pays. On voyait là, même des médecins, des ingénieurs et tout ça. Là, fait que j'en côtoie beaucoup. Là, c'est vraiment malheureux là, que ça ne soit pas reconnu ici, mais juste pour vous donner un exemple, là, le DEC d'éducation à l'enfance, là, au Québec, c'est ça, mais tu vas en Ontario, puis il n'est même pas reconnu. Fait que, tu sais, faut se poser des questions aussi en tant que société, là. Fait que je lâche juste ça, je veux pas faire un débat, là, mais tu sais, c'est ça. Au Québec, c'est ça, mais tu traverses juste, on va juste vivre en Ontario, puis ça marche plus mon diplôme. Fait que, tu sais, fait que c'est ça. Ça, c'est pour ça. Puis je voulais dire aussi, par le syndicat, on accompagne les travailleuses, on accompagne les employeurs pour leur dire, ben, écoutez, on peut faire des petites rencontres, un peu de médiation et tout ça. Puis on l'a même ajouté dans la convention collective, la médiation, là. Ça veut dire qu'il y a un problème. Puis, qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Puis, en plus, là, mettons, je parle du harcèlement, là, parce que, tu sais, la ligne est proche des fois entre harcèlement, racisme et tout ça, là. Mais, tu sais, la loi, là, depuis le 1er janvier 2019, là, les employeurs devaient se doter d'une politique pour contrer le harcèlement psychologique au travail. Mais je serais curieuse de voir sur nos 108 CPE là, combien ils l'ont, la politique, parce qu'il y a beaucoup qui en ont pas, puis c'est quand il y a une problématique qu'on questionne, puis avez-vous une politique? Ah ben oui, il faudrait peut-être en faire une, alors que tous les employeurs devaient se doter d'une politique pour contrer le harcèlement psychologique depuis le 1er janvier 2019. On est rendu en 2021, bientôt 2022.